Ouais. C'est vrai que ce n'est pas des milliards de francs, mais il faut payer quelque chose. Donc dès lors qu'on paye quelque chose, ce n'est pas zéro. Donc, Et puis quand vous faites des efforts personnels pour faire une activité, vous pouvez l'évaluer. Ce n'est pas du zéro, ce n'est pas 0 francs. C'est pas 0 francs, vous pouvez l'évaluer. Tout à l'heure, je parlais des sociétés qui pouvaient permettre aux gens, des associés, d'apporter leur intelligence, qu'on appelle l'apport en industrie. Ça s'évalue. Pour dire que comme il apporte son intelligence pour ce projet, ça vaut tel montant. Donc pour moi, c'est une utopie de penser. Bienvenue au rendez-vous de l'entreprise. Dans cette émission, nous mettons en avant les éléments clés au cœur des préoccupations des entrepreneurs et entreprises de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes formes juridiques avec notre spécialiste, M. Ouattara, qui va nous éclairer sur le choix de la forme juridique au cours de la création d'une entreprise. Bonjour M. Ouattara. Bonjour M. Keïta. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons parler des différentes formes juridiques lors de la création de l'entreprise. Alors, parlez-nous-en de la forme juridique. Qu'est-ce que c'est une forme juridique? Alors, une forme juridique, c'est l'ensemble des dispositions qui régissent une forme d'entreprise donnée. Il y a quelques jours, nous faisions une émission sur les régimes d'imposition. J'avais pris l'exemple du régime de banane. Oui. J'avais dit que vous avez des bananes sur le régime, et le tout ensemble est homogène par rapport au régime lui-même. Donc le régime juridique, c'est l'ensemble de ces règles-là qui sont homogènes entre elles et qui permettent de réglementer un type de société donnée, d'entreprise donnée. Vous voyez, on a plusieurs formes juridiques de société. Justement, j'allais en arriver. Quelles sont les formes juridiques qui existent dans le monde des entreprises? Alors, on peut les classifier, si nous sommes en Côte d'Ivoire ici, on peut les classifier en trois grandes familles. Trois grandes familles, je pense qu'il peut y avoir des spécialistes qui vont dire peut-être d'autres choses, mais qui pourraient globalement revenir à la même réalité. La première grande famille, ce sont les sociétés dites en nom, des sociétés de personnes. Et puis après, vous avez des sociétés de capitaux. Et puis vous avez des regroupements de sociétés. Ce sont les trois grandes familles. C'est vrai que vous avez une quatrième famille qui se retrouve à mi-chemin entre les sociétés de personnes et puis les sociétés de capitaux, qu'on a communément appelé souvent les SARL et autres. Voilà, qui est vraiment, j'allais dire, une forme hybride de société qui prend un peu des sociétés de personnes et puis un peu des sociétés de capitaux. D'accord. Donc la question suivante est, quelles sont les formes juridiques les plus, voilà, si j'ose dire, les plus populaires ou les plus connues, parce qu'on attend SARL, on attend SA. Est-ce que c'est ça vraiment une forme juridique? Dites-nous en plus. Alors, il y a eu beaucoup d'euphorie. Je pense qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je n'ai pas des statistiques disponibles, mais pour l'expérience que nous avons dans le domaine, parce qu'on accompagne les créateurs d'entreprises, on accompagne les entrepreneurs, la forme la plus utilisée, c'est la SARL. Et quand l'entrepreneur vient, il vous voit, il dit... La SARL qui signifie... Ce qui veut dire Société à responsabilité limitée. D'accord, tout simplement. Alors, quand on dit responsabilité limitée, c'est également une question, parce qu'on m'a demandé une fois, mais pourquoi on dit à responsabilité limitée? C'est parce que les associés, quand ils mettent leur argent pour créer l'entreprise, après l'entreprise peut avoir des dettes, elle peut devoir à des personnes et autres. On estime que les associés ne peuvent pas payer ce que l'entreprise va devoir. Donc si jamais ils doivent payer quelque chose, ça sera dans la limite de ce qu'ils ont apporté dans l'entreprise au moment de sa création. D'accord. Et ça, c'est pour une SARL. C'est pour une SARL. Est-ce qu'on peut en même temps vous poser une autre question concernant une autre forme juridique? Bien sûr, pour la société anonyme. La SA, la société anonyme, oui. Pour la société anonyme, par exemple, c'est la même réalité en vrai en termes de responsabilité. Hein, c'est la même réalité parce qu'il faut regarder la société anonyme et la SARL par rapport aux sociétés de personnes que j'ai évoquées tout à l'heure, qui sont les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, que nous avons chez nous dans notre dispositif OADA en Côte d'Ivoire. Mais par contre, en France, vous allez avoir des sociétés en commandite par action qui complètent le régime. Alors, il faut les regarder par rapport aux sociétés de personnes. Et donc, dans les sociétés de personnes, vous avez des associés qui sont indéfiniment et solidairement responsables. Ça voudrait dire quoi? Que quand il y a quelque chose,
on peut aller fouiller dans leur fortune personnelle, venir payer. Ils sont indéfiniment responsables. Ils sont solidairement responsables. Ça voudrait dire que quand l'un ne peut pas payer, on peut attraper l'autre pour dire qu'il faut payer à la place de l'autre associé. Et donc, quand on regarde la société anonyme ou la SARL par rapport à ces types de sociétés, on a une responsabilité qui est limitée. Limitée par rapport aux parts que nous apportons au moment de la création de la société. D'accord. Voilà en gros. Mais dans la société anonyme, on m'a demandé une fois, je ne sais pas si vous allez me poser cette question, pourquoi on dit anonyme? Pourquoi on dit anonyme? Mais la société a un nom et puis on l'appelle société anonyme. Il faut remonter un peu à l'histoire de ce genre de société. En France, par exemple, et j'espère que la législation n'a pas changé, il faut avoir 7 personnes minimum pour créer une société anonyme. 7 personnes. 7 personnes minimum. En Côte d'Ivoire, c'est différent. On peut créer une société anonyme seule. Pourquoi 7 personnes? Parce qu'on a estimé que c'est des sociétés qui avaient besoin de beaucoup d'argent pour lancer leur activité. Donc une seule personne, ce n'était pas forcément évident. Et puis une seule personne pourrait faire après tout ce qu'elle veut. Et puis ça peut poser des problèmes de gestion. Par contre, quand on est plusieurs, ça permet de regarder l'entreprise. Donc le fait qu'il y ait plusieurs associés, la société ne porte pas le nom de quelqu'un. Donc on dit la société, elle est anonyme par rapport à ses associés. Mais elle a un nom par rapport au tiers. D'accord, bien entendu. Alors, M. Ouattara, nous avons parlé de la SARL, de la SA. Est-ce qu'il existe encore d'autres régimes juridiques Bien sûr, je parlais tout à l'heure des sociétés de personnes. Vous avez les sociétés en nom collectif. Il y a quelques mois, quelques semaines, je faisais une formation avec des dirigeants d'entreprise. Puis je leur expliquais que pour le type d'entreprise enfin un dirigeant qui m'a posé une question, je lui disais, pour le type d'entreprise qu'il a, au lieu d'avoir une SARL, il aurait pu avoir une société en nom collectif. Il m'a dit, mais c'est quoi une société en nom collectif? J'ai dit, bon, vous avez une activité qui est très centrée sur votre personne. Très centrée sur votre personne, c'est votre intelligence, c'est une technicité à un certain niveau, et puis c'est vous que les gens connaissent. Si c'est quelqu'un d'autre qui vient gérer cette entreprise, vous n'aurez pas de partenaire parce qu'on dit, on n'est pas sûr qu'il ait la compétence. Ça voudrait dire que c'est votre personne qui est d'abord en avant pour aller rechercher un client ou aller parler avec un fournisseur. Dans ce type de société-là, étant donné que c'est l'individu qui porte la société, il est plus facile pour la personne de dire « je verse une société en nom collectif qui me permet, moi, d'être solidaire indéfiniment, d'être indéfiniment responsable vis-à-vis de mes partenaires, de sorte à pouvoir les mettre en confiance. Parce que c'est en moi qu'ils ont confiance. C'est ma technicité qu'ils regardent. Donc si moi, je veux leur montrer qu'effectivement, moi aussi, j'ai confiance en ma technicité, j'adopte une société en nom collectif. Alors, M. Ouattara, une question pour vous, pour que vous éclaircissiez notre antenne. Est-ce qu'il y a une différence entre une société et une entreprise? Est-ce qu'une entreprise est une société et vice-versa? Vous faites bien de poser la question, et je pense que vous avez bien compris. Et depuis le début de l'émission, je parle de société, je ne parle pas d'entreprise. Oui. Parce qu'effectivement, toutes les sociétés sont des entreprises. Mais toutes les entreprises ne sont pas des sociétés. Quand on dit société à la base, c'est le fait de se mettre ensemble. C'est l'association. On a un contrat. On est d'accord de dire, on est 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pris l'exemple par exemple de la France avec la société anonyme. Et on crée la société. On lui donne ce qu'on appelle dans le langage technique une personnalité juridique qui est différente de nous qui sommes ses associés. Par contre, dans l'entreprise, c'est l'individu lui-même qui représente l'entreprise. Il n'y a pas des associés derrière, il y a un seul individu qui décide de faire une activité. Vous prenez la dame qui vend de la ticket dans un coin de rue, c'est une entreprise qu'elle a. Bien sûr. Mais ce n'est pas une société. Effectivement. Moi, je pense qu'on a très bien compris. Voilà. Mais alors, pour ces entreprises-là, d'accord, là, on passe de société à entreprise. Quelles sont les différentes formes juridiques que vous pouvez nous recommander? Ce que j'ai envie de dire, c'est-à-dire quels sont les critères à considérer lors du choix de sa forme juridique? Parce que, excusez-moi pour finir avec ça, on entend SARL, on entend SAS, on entend SASU, on entend beaucoup de choses. Alors, quels sont les critères à considérer lors du choix de sa forme juridique au moment de la création de son entreprise? Je pense que c'est la vision que nous avons. C'est l'élément central. Pour choisir une forme juridique pour son entreprise, c'est quelle est notre vision. Et quand je dis vision,
je vois deux, trois choses à l'intérieur. Qui seront nos partenaires, clients et fournisseurs? Quelles seront nos ressources? Quand je dis ressources, je vois deux choses à l'intérieur. Je vois l'argent, les ressources financières, mais je vois les hommes, les ressources humaines qui vont travailler avec nous. Ce sont ces deux grandes familles-là. Dans la vision, nos clients, nos fournisseurs d'un côté, nos ressources, donc l'argent et puis les personnes qui vont travailler avec nous d'un autre côté, qui doivent pouvoir déterminer la forme juridique que nous allons prendre. Pourquoi? J'ai pris l'exemple tout à l'heure de ce dirigeant d'entreprise qui a une entreprise dans un secteur à haute technicité, on va dire, à haute technicité. Et c'est sa personne qui est la plus importante pour ses partenaires, pour ses fournisseurs, ses clients, c'est sa personne qui est la plus importante. Et puis il n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour lancer son business. Celui-là, vous lui direz, mais il faut créer une société en nom collectif. Parce que l'apport que tu vas faire, ça sera un apport en industrie, donc en compétences. Tu n'as pas besoin de mettre de l'argent cash tout de suite pour créer ton entreprise. En emportant ton intelligence, ça a de la valeur. Et c'est cette valeur que tu vas mettre en avant. Mais par contre, si vous créez une entreprise où vous avez besoin de prendre un emprunt avec la banque de 100 millions, vous n'allez pas aller dire à la banque que vous êtes une entreprise individuelle. Parce que le jour où vous avez une crise cardiaque, c'est l'entreprise qui est morte avec vous. Parce que c'est une entreprise individuelle. Donc elle est rattachée à votre personne. Alors de l'opposé de la France où on a un système qui a été mis en place pour l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Où on permet à l'individu de décider d'apporter un certain nombre de ses biens dans l'exploitation de l'entreprise pour faire la différence entre ses biens personnels et puis les biens de l'entreprise. Chez nous, ça n'existe pas. Donc les biens de l'individu sont confondus dans les biens de l'entreprise. Et dans ce genre d'hypothèse, quand il y a un problème, c'est toute la famille qui peut être impactée. Donc, pour répondre à votre question, sur ce sujet, c'est de dire, tout dépend de votre vision. D'un côté, vos partenaires, c'est-à-dire les fournisseurs et les clients avec qui vous allez travailler, et puis vos ressources, les ressources financières et les ressources humaines que vous allez employer pour pouvoir développer votre business. Alors, d'accord. Donc, il y a plein de questions à se poser au moment du choix de sa forme juridique. Et vous pensez qu'il peut en être de même pour les entrepreneurs locaux ici en Côte d'Ivoire? D'accord. Alors, quel est le statut juridique qu'on pourrait leur recommander? Parce qu'ils démarrent tout doucement et ils ont vocation à grandir dans les 2 ou les 3 années qui suivront. Donc, dans les débuts, est-ce que, déjà une question, est-ce qu'il est important, ou bien pourquoi est-ce qu'il est important pour les jeunes entrepreneurs de se constituer avant de lancer leur activité? Pourquoi est-ce que c'est important de choisir sa forme juridique? Donc, on aura la réponse après la pub. Ces dernières années, l'exploitation minière a pris une envergure inédite en Côte d'Ivoire avec une contribution conséquente au budget de l'État et de l'emploi des jeunes. Aux côtés de quelques multinationales qui occupent le segment de l'exploitation industrielle, les acteurs de l'exploitation semi-industrielle tirent aussi leur épingle du jeu. Parmi ceux-ci, l'entrepreneur Bamba Moussa est une figure de proue avec sa société Africa Mine agréée par l'État de Côte d'Ivoire. L'or, notre métier, notre passion. Ok, donc de retour à notre émission, le rendez-vous des entreprises, nous sommes en compagnie de M. Ouattara Navaga. Il est expert comptable, dirigeant d'un cabinet d'expertise comptable à Paris et chef d'entreprise. Alors, M. Ouattara, nous allons poursuivre avec une toute nouvelle question. Pourquoi est-il important pour un entrepreneur ou pour une entreprise de se formaliser avant de lancer son activité? Pourquoi faut-il sortir de l'informel pour se diriger vers le formel? Et quels sont les dangers à l'acquisition liés? La question de l'informel, elle est très complexe. Dans quelle position on est par rapport à l'entrepreneur? Dans quelle position l'entrepreneur lui-même il est par rapport aux autres? Et si l'informel, c'est le fait de ne pas créer une société, je n'ai pas dit entreprise, mais d'une société, la réponse à la question, c'est le regard des autres. C'est important. Parce que lorsque vous créez un business,
Vous êtes dans un environnement. Vous n'êtes pas dans un vase clos. Donc, la manière dont vos partenaires vous regardent détermine la vie de votre entreprise. Si les potentiels partenaires vous font confiance, ça veut dire que votre entreprise pourra prospérer. S'ils ne vous font pas confiance, ça voudrait dire que vous n'aurez pas des clients, vous n'aurez pas des fournisseurs. Il faut reconnaître que les partenaires regardent les entrepreneurs par rapport aux engagements que ces entrepreneurs peuvent prendre vis-à-vis d'eux et les engagements qu'ils peuvent prendre vis-à-vis de ces entrepreneurs. Prenons le cas d'une banque. Si vous créez, vous devez avoir votre entreprise, et vous allez voir une banque pour dire « je veux 10 millions en prêt ». La banque va chercher à savoir quel est son niveau de risque en vous donnant 10 millions. Si elle se rend compte que vous vendez de l'attiqué à la sauvette, et qu'elle ne sait même pas où vous trouvez, en cas d'impayé, je suis sûr que vous avez la réponse. Oui. Vous ne donnez pas d'argent. Oui. Et si elle ne vous donne pas d'argent, votre activité ne va pas prospérer. Donc le regard de la banque sur vous est important. Et comme ce regard la commande que vous ayez un fonctionnement plus ou moins formel, je pense que l'idéal pour un entrepreneur, c'est de décider de créer son entreprise en bonne et due forme. Je ne dis pas formaliser, mais je dis de créer en bonne et due forme. Ça voudrait dire qu'il faut respecter les étapes de création, il faut décider d'un choix de forme juridique, il faut l'adopter, et puis il faut créer son entreprise en fonction de cela, et puis fonctionner de sorte à ce que vos partenaires disent, bon, il est relativement sérieux, donc on peut travailler avec lui. Oui, tout à fait. Et il faut rappeler qu'aujourd'hui, le processus de création d'entreprise en Côte d'Ivoire est extrêmement simple grâce aux efforts de l'État avec la structure, le CPC. Alors, une toute dernière question, M. Ouattara. Alors, pour les entrepreneurs, toujours ici en Côte d'Ivoire, alors quel est le statut, d'accord, ou soit le régime juridique qui leur sera plus favorable pour leurs 3 premières années d'existence? C'est-à-dire quelqu'un qui souhaiterait démarrer une activité et au bout de 3 ans, il pense ensuite à se formaliser. Voilà. Donc, quel est le statut juridique qu'on pourrait lui recommander? D'accord. Je vais peut-être vous décevoir. Il n'y a pas de statut juridique, j'allais dire comme ça, on dit bon, adoptez ça pour commencer votre activité. Oui, parce que excusez-moi, oui, allez-y. Parce que ici les entrepreneurs, ils entendent SARL, ils entendent SAS, ça fait beaucoup. Voilà, donc ils sont tellement réticents, ils se disent, ben là, moi, je commence mon activité et après, on verra. Vous vous souvenez, la dernière fois, quand on parlait des régimes fiscaux, j'ai parlé de business plan, je revenais là-dessus à chaque fois, parce que j'estimais que c'était important. Et pour moi, lorsque vous décidez de créer une entreprise, vous devez vous faire conseiller. Il y a des personnes dont c'est le métier de pouvoir vous accompagner dans le processus donc de création de votre entreprise et de continuité de votre exploitation. Vous avez par exemple des experts comptables qui sont on aime souvent dire ça, des spécialistes généralistes qui peuvent parler du droit des affaires, qui peuvent parler de la comptabilité, de la finance et autres. Il faut déjà que les entrepreneurs acceptent de se faire conseiller par des spécialistes. Ça peut être un notaire, ça peut être un avocat d'affaires. Et c'est sur la base de votre vision que le spécialiste vous dira « nous pensons que cette forme-là sera la plus adaptée pour vous ». Parce que si quelqu'un vous dit comme ça, et quand vous voulez créer votre entreprise, et prenez cette forme juridique-là, c'est un peu limite. C'est un peu très limite, c'est un peu limite, et puis à la limite, ça peut induire les gens en erreur. D'accord. Donc, ce que vous nous dites, M. Ouattara, c'est de ne pas avoir peur. Enfin, ce que vous dites aux entrepreneurs, il ne faudrait pas qu'ils aient peur, mais de se faire conseiller et l'accompagner au cours du processus de création. Bien sûr. Il faut se faire conseiller et c'est très... Parce que chacun a son métier. Si vous décidez de faire un studio de communication, c'est parce que votre métier, c'est cela. Mais vous n'êtes pas spécialiste de la fiscalité. Oui, tout à fait. Donc, si vous ne vous approchez pas d'un fiscaliste, qui va vous dire ce à quoi de vous attendre dans votre métier, vous allez avoir des surprises agréables. Ouais. Et la dernière fois, je disais, le régime fiscal que vous
prenez peut déterminer si vous allez faire faillite ou pas. Ouais, tout à fait. La faillite de votre entreprise peut être due au régime fiscal ou même au régime juridique, à la forme juridique que vous avez adoptée pour votre entreprise. D'accord, alors c'est bien compris. Monsieur Ouattara, une toute dernière question avant de passer à la question joker. Alors, est-ce qu'il est possible de changer, pour une entreprise ou une société de changer de forme juridique? Oui, oui, oui. Il est très possible de changer de forme juridique. Et quand on se crée aujourd'hui, il y a des passerelles qui existent entre les formes de société. Et évidemment, il y a des conditions. Il y a des conditions parce que les sociétés n'ont pas les mêmes régimes. Comme je dis, quand on a la SARL, c'est un régime juridique qui est différent de la SA, qui est un régime juridique, qui est différent de la SAS, qui est un régime juridique. Donc si on veut passer de l'un à l'autre, ça voudrait dire qu'on est prêt à respecter les conditions dans l'autre. Si je veux quitter SARL et venir en SA, les conditions pour créer une SA, je dois pouvoir les respecter. Je prends un exemple simple. La société anonyme, quand vous la créez, on vous fait obligation de désigner en même temps un commissaire aux comptes. Dans la SARL, ce n'est pas une obligation. Donc, dès que vous décidez de passer de SARL en SA, vous tombez sous le coup de l'obligation donc de désigner un commissaire aux comptes dans votre entreprise. Donc, j'ai pris cet exemple juste pour caricaturer, pour dire que c'est possible de passer d'une société SARL en SA ou en SAS, c'est très possible. Après, il faut se faire conseiller avec un notaire ou un spécialiste qui vous conduira sur le droit chemin. Okay, merci pour vos éclaircissements, M. Ouattara. Nous allons passer à la question joker du jour. Je vais vous laisser le soin de lire. Et il est envoyé par M. Kuyo, l'un de nos followers. Voilà, donc je vous laisse le soin de lire la question. Peut-on entreprendre avec 0 francs? Quel est votre avis sur la question? Alors, c'est M. Thuot qui pose la question. Alors, c'est vrai, je pense qu'on a beaucoup entendu ça sur les réseaux sociaux, on a beaucoup entendu ça dans des témoignages d'entrepreneurs et autres, que j'appelle souvent les entrepreneurs 2.0, et qui disent, bon, écoutez, moi j'ai commencé avec 0 francs, j'ai fait ceci. Je suis sûr que vous avez la réponse, parce que tout ce que j'ai dit là, si vous devez vous faire conseiller, vous devez faire ceci, c'est pas gratuit. Il faut payer quelque chose. Ouais. C'est vrai que ce n'est pas des milliards de francs, mais il faut payer quelque chose. Donc dès lors qu'on paye quelque chose, ce n'est pas zéro. Et puis quand vous faites des efforts personnels pour faire une activité, vous pouvez l'évaluer. Ce n'est pas du zéro, ce n'est pas 0 francs. Ce n'est pas 0 francs, vous pouvez l'évaluer. Tout à l'heure, je parlais des sociétés qui pouvaient permettre aux gens, des associés, d'apporter leur intelligence, qu'on appelle l'apport en industrie. Ça s'évalue. Pour dire que comme il apporte son intelligence pour ce projet, ça vaut tel montant. Donc pour moi, c'est une utopie. De penser que... Pour moi, c'est une utopie. De penser qu'on peut... Bon, là, vous avez remarqué que là, j'ai tranché. Parce qu'habituellement, je ne tranche pas. Je dis, bon, on peut, voilà. Mais là, je tranche. C'est une utopie de penser qu'on peut créer une entreprise à partir des 0 francs. Et je pense que c'est l'un des problèmes également de la société actuelle. Parce que les gens se disent, telle personne a dit, je suis parti des 0 francs. Ça voudrait dire que moi aussi, je peux faire pareil. Oui, et puis finalement... Et ce type de témoignages, on en trouve plein sur les réseaux sociaux. Hein. Ah oui, mais il faut faire attention. C'est un peu comme... Bon, là, on est en train de discuter maintenant. J'ai répondu à votre question, j'imagine. Oui. Et c'est un peu comme les questions des VTC, des dépenses de l'argent, et puis on paye des rendements. C'est quoi? Ils appellent ça des rendements. RSI, c'est ça? Rendement sur investissement, retour sur investissement, sur investissement et autres. Mais si ça avait été aussi facile, il y a des gens qui ne travailleraient plus. Parce qu'on connaît au moins autour de nous des gens qui ont une surface financière plus ou moins acceptable, qui sont prêts, qui peuvent déposer ça et puis dormir à la maison et attendre que seulement c'est RSI, on a dit, le RSI commence à venir pour vivre. C'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Et on ne peut pas créer une entreprise des 0 francs. Okay. Il faut que les gens apprennent à évaluer ce qu'ils ont mis et puis reconnaître également l'appui que les gens leur ont apporté, hein, parce que c'est aussi important dans la vie. Il faut être, à mon avis, reconnaissant. Lorsqu'on vous a permis d'être dans le garage, et des parents pour pouvoir faire une activité, ce n'est pas 0 francs. Ça me rappelle une histoire et d'une discussion que j'avais avec un ami. On parlait à l'époque qu'il y avait beaucoup de cabines téléphoniques.
dans les coins de rue. On n'avait pas encore les transferts d'unités, on partait appeler à 1000 francs l'unité. Ouais, ça remonte de longtemps. À 1000 francs l'unité, à cette époque-là, 1000 francs l'unité. Après, c'est passé à 750, 500 et autres. Et mon ami me disait, ah, mais la jeune dame, elle fait des bénéfices et tout ça, elle fait ceci, cela. J'ai dit, ah ouais, d'accord. Mais où elle charge son téléphone? Quand son téléphone est déchargé, où elle va charger son téléphone? C'est à la maison. D'accord. Où est-ce qu'elle met sa cabine? C'est devant leur maison. D'accord. Elle paye pour être là? Elle dit non. Donc il faut toujours payer quelque chose avant de Il faut évaluer. Il faut évaluer ce que vous apportez. Parce que dire qu'une activité marche et puis vous n'avez pas tenu compte de toutes les charges, vous allez induire les gens en erreur. Ok, d'accord. Donc il faut toujours mettre la main à la poche pour démarrer une activité. Je pense que oui. Alors on ne peut pas entreprendre avec 0 francs. Je pense qu'on ne peut pas entreprendre avec 0 francs. C'est une utopie. Il faut qu'on se réveille et qu'on se dise, on peut commencer une activité avec peu de moyens. Avec peu de moyens. Avec peu de moyens, c'est raisonnable. Avec peu de moyens, mais pas avec 0 francs. Et c'est sur ces mots que nous allons clore le chapitre. Je le rappelle, nous recevons M. Ouattara Navaga, qui est expert comptable, dirigeant d'un cabinet d'expertise comptable à Paris et ici en Côte d'Ivoire et chef d'entreprise. Avec lui, nous parlions des différents régimes juridiques ici en Côte d'Ivoire. Donc, ça a été un plaisir d'être en votre compagnie et on se dit à bientôt pour un autre rendez-vous, du rendez-vous des entreprises.